Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Un board game presque parfait, épisode 2 spécial Halloween. Aujourd'hui, à notre table de jeu, on mange des bonbons et on joue une partie du jeu Horrify. Ouh! Salut les gamers, bienvenue à un nouvel épisode d'un board game presque parfait, un podcast sur les jeux de société. Je m'appelle David, le professeur board game, et je serai votre animateur. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai deux co-animateurs. Laissez-moi vous les présenter. Tout d'abord, à ma gauche, bon, même si vous ne voyez pas vraiment que c'est à ma gauche. Donc, jadis un membre des Ions ludiques. Aujourd'hui, c'est maintenant un électron libre, monsieur Patrice. Salut. Salut David. Et à ma droite, on a un de nos joueurs aguerris de notre groupe de jeu. Notre joueur qui est plus un pousseur de cubes en bois. On l'appelle souvent Monsieur Mécanique. Et si vous avez été au MIP-Olympiade l'année dernière, vous l'avez croisé dans la section de compétition. Monsieur Alexandre Lemaire, bonjour. Salut David, salut Patrice, salut les gamers. Ça va bien tout le monde? Bien sûr. Ouais. Aujourd'hui les gars, spécial Halloween. Oui. Ouh. Avec Patrice qui a une gorgée dans la bouche. J'ai tellement peur que je savais pas quoi dire. On va commencer avec un petit tour de table comme d'habitude. Puis évidemment, pour souligner l'Halloween et cet épisode spécial, on a pris des thèmes un peu plus croustillants avec en lien avec cette fête-là. Donc, je vais commencer. Je vais vous parler, les gars, d'une expérience de jeu que j'ai eue récemment avec un jeu qui a quand même une thématique d'horreur assez poussée. C'est de l'horreur de science-fiction. C'est le jeu Nemesis. Un jeu qui avait été sur Kickstarter l'année dernière, qui a ramassé au-dessus de 3 millions d'euros. Ça fait beaucoup de dollars canadiens. Donc, c'est un jeu semi-coopératif. C'est pas un style de jeu que j'apprécie particulièrement d'habitude, mais on va... Un style de jeu facile à réussir aussi. Effectivement. J'en ai pas joué beaucoup de bons. Non, effectivement, c'est quelque chose de très dur. Ouais. C'est un jeu... En fait, c'est le film Alien en board game. Donc, on est dans un vaisseau spatial, le Nemesis, et on est dans des petits pods cryogéniques, et là, on se réveille d'avance avant d'être arrivé sur la Terre. Donc, il est arrivé quelque chose dans le vaisseau, et nos pods se sont désactivés, et on se réveille, et il y a un membre de notre équipage qui est mort sur le sol. Fait que là, on se réveille, il y a quelqu'un qui est mort, on sait qu'il se passe de quoi dans le vaisseau. On commence à entendre des bruits un peu partout dans les conduits d'aération. Fait que là, il y a des aliens dans le vaisseau. Fait que c'est un jeu qui a une certaine tension au niveau du gameplay, parce que dans le fond, chaque joueur va commencer la partie avec 2 cartes d'objectifs. On va avoir un objectif personnel qui va contenir 2 objectifs différents. On a un objectif en haut, un objectif en bas. Puis on a un objectif de corporation, qui est une autre carte qui contient un autre objectif. Fait que là, on a quand même un certain choix d'objectifs pour gagner. Puis si tu réussis un de ces objectifs-là, tu vas gagner. Au début, on va se promener, on va avoir des cartes. Donc, chaque joueur va avoir un personnage. Son personnage va avoir un pouvoir. On va avoir un deck de cartes unique à notre personnage. On a quand même des cartes qui sont en commune là, entre les joueurs. Et on va jouer des cartes pour pouvoir faire les différentes actions puis se déplacer dans le vaisseau, aller explorer les différentes salles. On peut les utiliser, les activer, essayer de trouver des armes, évidemment, pour se défendre contre les aliens qui s'en viennent. Mais chaque fois qu'on va se déplacer, on va aller placer des jetons de bruit dans les couloirs entre les salles. Éventuellement, à un moment donné, il va commencer à avoir du bruit un peu partout sur le board. Et quand on va mettre un jeton de bruit à un endroit où il y en a déjà un, mais là, on va faire apparaître un alien. Et là, un alien, c'est pas comme un zombie à Zombicide. Quand il y a un alien qui apparaît dans une salle, t'es en danger. Là. Tu pourrais te faire tuer. Sors de là. C'est ça. Des fois, tu vas juste te sauver, tu l'affronteras pas nécessairement, t'es peut-être pas équipé pour le tuer. Fait que les aliens vont rajouter cette espèce de tension-là de danger. Ce qui fait aussi le petit côté horreur ou le petit côté surprise aussi. Puis dès que le premier alien va arriver sur le plateau, ça peut prendre 2-3 tours de jeu où on se promène puis qu'on met du bruit partout, puis à un moment donné, l'alien arrive. Puis dès qu'un alien arrive, on va devoir choisir entre une de nos 2 cartes d'objectifs. Est-ce que je garde mon objectif personnel? Est-ce que je garde mon objectif de corporation? Puis évidemment, tu vas garder celui que tu penses qui est le plus réalisable selon ce qu'on a déjà exploré, selon ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qui se passe dans la partie.
Et les objectifs sont très variés, là. Tu peux avoir un objectif qui peut être faut que le joueur 2 meure pendant la partie. Mais dans ce jeu-là, tu peux pas attaquer les autres joueurs. Fait que faut que tu t'arranges indirectement qu'il se fasse tuer en l'aidant pas ou en l'enfermant dans une salle avec un alien. Tu le pousses avec un alien. Ferme la porte d'en face. Bonne chance. Exactement. Fait que c'est comme indirect. Ça peut être aussi d'aller envoyer un signal ou d'aller faire une recherche sur le corps de notre ami qui est mort ou d'essayer de trouver le nid puis de le détruire, le nid de la reine. Ou ça peut être d'essayer d'amener le vaisseau sur la Terre. Ça peut être d'être le dernier survivant. Donc, bref, les objectifs sont quand même assez variés. Puis ils vont avoir souvent des liens avec certaines des pièces du vaisseau. Fait que là, t'as le côté exploration aussi. Qu'il faut trouver ces salles-là pour pouvoir réussir son objectif. Puis il faut aussi survivre jusque-là. En fait, c'est un jeu de survie beaucoup en espace. Donc, si tu survis pas et que tu réussis ton objectif, tu perds. Fait qu'il faut vraiment que tu survives à la partie et que tu réussisses ton objectif. Donc là, tu choisis lequel des deux tu gardes. Et là, ben, on dirait que la partie commence pour vrai. Là, là c'est pas. Puis là, tu sais pas trop à qui je vais faire confiance, mais en même temps. T'sais, mon but premier, c'est de survivre. Là, pour survivre, s'il y a des aliens, ok, ben là, on va s'aider, on va. T'sais, la coopération vient plus naturellement dans ce jeu-là. Ouais. Parce qu'il y a le côté survie. Parce que ton objectif, c'est pas simplement de le réussir, il faut que tu survives en plus. Fait que je trouve que c'est plus facile d'aller travailler avec les autres, mais au final, c'est ton objectif qui va dicter si tu vas gagner la partie ou pas. Soit que le vaisseau se rend sur la Terre, puis que l'on a survécu, puis là, on regarde qui a réussi les objectifs. Ou à un moment donné, dans le vaisseau, on va avoir des espèces d'escape pods qui vont se débarrer. Fait qu'on va pouvoir aller dans les escape pods pour se pousser du vaisseau. Et encore une fois, là, si on a réussi notre objectif, on va pouvoir gagner. Fait qu'on pourrait être plusieurs joueurs à gagner. Ouais. On pourrait être 3 à survivre, mais sur les 3, on est juste 2 qui ont réussi notre objectif. Donc on va être 2 à gagner. Puis, élément que... le vaisseau, il faut qu'il se rende sur Terre, comme tu disais. Ça dépend de l'objectif. Tu peux te pousser à un escape pod. Non, mais officiellement, début de game, le but, c'est faut que le vaisseau retourne sur Terre. Ouais, l'objectif unofficiel, c'est d'aller s'assurer que la destination du vaisseau, c'est la Terre. Et s'assurer que les moteurs du vaisseau sont bien réparés. Puis quand tu checkes ça, ben il y a juste toi qui le check. Fait que là, comme tu regardes la destination, tu regardes la carte, il y a comme 4 choix possibles. Là, ok, je le laisse comme ça. Puis tu remets la carte cachée, tu te dis, inquiétez-vous pas. L'ordinateur, il est programmé pour la Terre. Puis là, tout le monde te regarde, c'est comme... Moi, j'ai pas le temps de tout aller refaire ce que tout le monde fait. Fait que, t'as pas le choix de faire confiance à certaines personnes. Mais chacun a son agenda. Ouais. Puis j'ai été surpris de la manière, justement, que ça fonctionnait bien dans ce jeu-là, le semi-coop, comparé à beaucoup de jeux qui l'ont essayé, puis que ça flop, ou que ça marche pas, ou qu'au final, un joueur peut juste dire « Ah, ben là, moi, je réussirai pas mon objectif, je vais juste saboter la game. » Dans lui, c'est plus difficile de dire « Je sabote la game de tout le monde parce que je gagnerai pas. » Parce que tu sais pas c'est quoi l'objectif. Ouais, faut que tu restes en vie, puis tu sais pas c'est quoi l'objectif de l'autre. Puis le premier joueur qui meurt, parce qu'évidemment, tu peux te faire tuer et t'es éliminé, le premier joueur qui meurt va contrôler les aliens. Okay. Ça, c'est intéressant comme fait que ça aussi, ça va ajouter une tension encore plus grande parce que c'est encore plus difficile, parce que les aliens sont un peu moins aléatoires de la manière qu'ils vont être gérés par les cartes. Quand une deuxième personne qui meurt, il tombe-tu à arrêter de jouer? Il est juste éliminé, ouais. Ouais, mais moi, la première game que j'ai jouée, il y a tour 2, la reine nous est tombée dans la face. Après 45 minutes, il y avait déjà un joueur de mort. Fait que ça va bien mal. Mais la game a duré presque 3 heures. Mais fait que le gars qui est mort... Il a joué les aliens. Ouais, fait qu'il y a eu du fun pareil, tu sais. Il a perdu, mais ça, c'est de la faute à Guilbeault. Ouais, mais sur une partie à 5, s'il y en a un qui meurt après 45 minutes, l'autre après 50, puis la game dure 3 heures, le deuxième qui est mort, il va trouver le temps long. Ouais, c'est ça. Nous autres, moi, j'ai joué à 5 aussi. Il y en a un qui est mort peut-être à mi-game. Fait que là, lui, il est devenu l'alien. En fait, lui, il a comme activé l'autodestruction du vaisseau. Fait que là, on a tout fait comme OK, pourquoi tu fais ça? Lui, comme son objectif, c'était d'être le seul survivant. Fait que lui, il a activé l'autodestruction, puis il voulait se pousser dans les escape pods, mais il s'est pas rendu. Parce qu'il y a eu des aliens, on y a nuit, on y a empêché de faire certaines actions. Fait qu'il s'est fait tuer par les... Ça, c'est le côté aussi que tu vois, tu sais, l'espèce de côté très humain de si je suis pas pour gagner, toi non plus. Puis là, nous autres, on voulait aller empêcher, désactiver l'autodestruction. Mais finalement, on a manqué de temps parce que lui, il a saboté la console. Fait que là, on n'avait pas le temps de la réparer pour pouvoir aller l'annuler. Fait que là, on s'est retourné de bord. On a comme fait, OK, ben on va se rendre au escape pod, nous autres aussi, mais par l'autre bord, pour essayer de se sauver. Puis finalement, dans les 4 qu'on essaie de se pousser vers les escape pods, il y en a 2 autres qui se sont fait tuer en chemin. Fait que finalement, on était 2 à se rendre au escape pod puis à se sauver. Puis à la fin de la partie, ça a été comme
assez épique. Là. En plus, c'était une partie qui était filmée. Là. Ouais. Oh, On était ok. avec nos amis Martin et Martin de la Société des Jeux et de la zone de jeux de société. Et avec Stéphane puis Ludovic, 2 amis à Martin. Et dans le fond, moi et Martin Lafrenière, on s'est sauvés Cool. dans Escape Pod. Puis moi, là, juste avant que je me sauve, il y a un alien qui est apparu sur l'escape pod. Fait que il a fallu que je le tue avant d'entrer dans l'escape Comme pod. dans Alien. Il me restait une balle. Fait que là, j'ai tiré avec ma balle. Je l'ai pas tué. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait après? T'as ouvert le sens. Je l'ai attaqué à point Oh, nu. man, à main nue. Quand t'attaques un alien à main nue, là, Ça donne rien, absolument. en fait, de 1 dé, tu vas... Comme une tu chose prends une sur carte 6. d'infection automatiquement, parce que tu l'attaques à main nue. Puis, si tu roules un dégât, si tu roules une face qu'il n'y a rien, tu prends une blessure grave. Puis dans ce jeu-là, si t'as 3 blessures graves, à ta prochaine blessure, t'es mort. Puis j'avais déjà 3 blessures graves. Fait que si je roulais un symbole puis une autre blessure, je mourrais. J'ai roulé, j'ai manqué mon attaque, mais j'ai pas eu de blessure. Au moins. J'ai fait une deuxième attaque à coup de poing, Là. je l'ai tué, puis je me suis poussé dans l'escape pod. Puis là, j'avais des cartes d'infection. Fait que là, dans le fond, moi et Martin, on avait survécu. Fait que là, on était rendu à regarder si on réussissait nos objectifs. Ouais, oui, Là, moi, oui. il fallait que je regarde si j'étais infecté. Ouais, pis ça, c'est le fun, ce Fait système. que là, t'as comme des cartes avec une petite zone qui est cachée, puis tu mets un filtre rouge par-dessus. Comme pour dans voir- des cryptos, là. Ouais, pour voir si t'as le mot infecté. Puis si t'as le mot infecté, ce que j'avais, tu prends toutes les cartes de ton deck, de 10 cartes, tu brasses tes cartes d'infection dedans, puis tu révèles 4 cartes. Si tu révèles une carte d'infection parmi les cartes, t'es infecté, puis tu meurs. Fait que t'es arrivé sur Terre, mais Ouais, c'est ça. Les lions étaient. Chestbuster. Puis là, j'ai tourné mes 4 cartes, puis j'ai pas eu d'infection. Oh Fait yeah. que j'ai survécu à l'infection, puis j'avais réussi mon objectif, qui était d'envoyer le signal de détresse, puis ouais, cool. d'aller faire la recherche sur le cadavre qu'on avait au Ouais. début. Mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait la recherche, mais tu sais, j'avais comme dirigé un peu Oui. pour qu'il le fasse. Fait que j'avais réussi mon objectif, fait que moi je gagnais. Puis dans le fond, lui, Martin, son objectif, c'était le dernier survivant. Fait que le fait que moi j'aie survécu a fait que lui, il a pas gagné. Mais ça a été vraiment épique comme finale, puis pour vrai, là, pour le côté semi-coop, là, j'ai trouvé que c'était Quand même, assez ouais. solide, là. Ouais, pas pire, ouais. Ça m'a surpris, parce que... Ben, moi, j'ai joué 3 fois à date. Ok. Avec un de nos amis, Vincent Guilbeault, futur invité. Puis, c'est sûr que quand tu as une expérience des jeux semi-coop, les objectifs, t'es vois un peu venir. Ouais, c'est sûr qu'après une première game aussi, je vais plus connaître les objectifs, tu vas peut-être plus réaliser c'est oui. quoi aussi, là. Mais même dans la première game, à un moment donné, je voyais comme notre ami Vincent agir, pis j'étais comme... Ok, toi t'as besoin du signal. Ouais, là, ok, toi tu t'en vas faire le signal. Tu sais, mais tu sais, en même temps, on a joué à Battlestar Galactica Ouais. des dizaines de fois. Puis je réalise à quel point je l'ai imposé sur du monde de manière outrageuse dans le passé. Là. Fait que Battlestar Galactica, qui est comme ma référence pour les jeux semi-coop. Mais moi, quand j'ai joué, je trouvais que c'était Battlestar Galactica meet Zombicide. Ouais, le petit côté dungeon crawl, Ouais, exploration. il y a un côté. Fait que je trouvais qu'il avait réussi à trouver les meilleurs côtés des deux. Puis les mettre ensemble. La forme du vaisseau, es-tu connu? Oui. La forme est connue, mais les salles sont où? Sont inconnues, ouais, c'est ça. Ça, faut vous l'explorer. Les salles sont face cachée, fait que c'est comme des tuiles quoi, qui sont placées sur Tu le bord. révèles. Tu sais c'est quoi les salles qui existent dans le vaisseau. Mais tu sais pas Ouais, son ça. où. pas son où. C'est ça, mais tu sais pas son où. Puis tu sais, des fois, il y a une salle pour activer les sprinklers pour arrêter les incendies. Ouais. Tu sais, si t'as trouvé en deuxième, t'es parfait. La menace des incendies dans tout le jeu va te passer en dessous. Ouais, mais t'en fous. malgré tout, tu connais la forme du vaisseau. Oui. Tu sais, c'est pas comme un jeu d'exploration, tu vas te ramasser dans un cul-de-sac. Non, c'est vraiment un board fixe. Ouais. C'est ça. Il est-tu réversible là-bas? Il me semble qu'il est réversible. Je sais plus. Ok. Parce que, puis encore une fois, des fois, tu peux arriver, il y a une des mécaniques, c'est que souvent tu ouvres le sas, puis tu pitches dans l'espace que dans une pièce. Ah ouais. Mais tu sais, tu trouves jamais cette pièce-là. Parce qu'on s'entend à se débarrasser d'un extraterrestre. Puis Ah dans ouais, l'espace, la comme- reine. Comme dans Alien. Là. Fait que, ben, et l'autre aspect aussi, quand t'es un fan d'Alien, moi je suis un gros fan d'Alien. C'est excellent là, comme jeu. Là. Mais quand tu le racontais, là, je voyais exactement ma réaction quand j'ai joué, puis je pense que c'est là la force du jeu. Les mécaniques sont-tu bonnes? Ouais. C'est assez standard, là. Oui, c'est ça. Le thème, est-tu bon? Oui, mais l'alliance des deux te fait en sorte que ta game, tu vas la vivre. Elle va être le fun, ça va être une expérience. Exactement. Tu sais, est-ce que je vais jouer 25 fois ce jeu-là?
Peut-être pas, je rejouerais, mais assurément, parce que j'ai vécu une Tu très beaucoup des jeux que tu vas te rendre à 25 fois. Non. Encore moins des jeux de 3-4 heures. Ouais, c'est ça. À 5 joueurs, nous autres, ça a duré 3 heures et demie. Là. Ouais, quand même, là, c'est du épique, ça, là. Ouais, c'est vrai. C'est une grosse game. Là. Ouais, c'est une grosse game. Mais ouais, j'ai été vraiment agréablement surpris par Nemesis, puis je rejouerais à ce jeu-là. Ça a l'air intéressant. C'est quoi le range de player? Le nombre de joueurs? Je pense que c'est 1 à 5. Ah, il y a un mode, hein, Ouais, ça se je peut qu'il y ait un mode Je solo, pense que oui. Okay. Moi, je jouerais pas en Je mode... sais qu'il y a une extension, il va y avoir un mode campagne aussi. Là, fait que, je Oui, sais c'est pas vrai. comment ça va Ok. jouer. Moi, je jouerais pas en mode 4, juste Moi, je pour- pense que c'est un jeu qui gagne à être 5, là, nous autres, c'était vraiment cool. Ouais. Ce que ça a fait, puis le mélange, puis les alliances que tu vas faire avec le monde. Puis... Ça fait vivre le Parce que j'imagine qu'à Oui, c'est 3, ça. tu sais, le board, il est super gros. Tu sais, à 3, tu te perds un peu sur le board. Puis... Ben, c'est parce qu'à 3, t'as pas le choix d'être pratiquement totalement coop. Ouais. Le vaisseau est tellement grand que c'est comme... Moi, je m'entends en avant, toi t'es en arrière, toi tiens le milieu. Puis on s'entraide. Tandis que, comme je disais, à 5, puis aussi la manière de se déplacer. Oui, il y a une mécanique qui fait que si t'es deux, si tu te déplaces dans le même chemin qu'une autre personne qui est là, tu feras pas de bruit par-dessus. C'est comme si vous Ok. vous déplaciez ensemble. Ok. Fait que moins il y a de bruit qui apparaît, moins il y a des liens. Fait que plus on est safe. Y a-tu une variante full quoi? Oui, il y a une variante full coop. Puis le mode de base, c'est semi-coop. Puis aussi, t'as des variantes. Si Alien te fait pas triper, t'en as une, genre, voix dans les ténèbres avec des tentacules. Fait que Toulouse dans l'espace. Event Horizon. Event Horizon, Ouais. t'as comme option aussi. Fait que c'est le Kickstarter, ça. Ouais. Ouais. Puis il a été traduit en français par Funforge aussi. Fait que il devrait être disponible dans les prochains mois aussi en français au Canada. Il est déjà en Europe. Cool. Donc, non, c'est Intéressant. super intéressant, Nemesis. Ouais. Parce que les mécaniques, oui, c'est un jeu qui est quand même lourd. Mais l'avoir en français, moi j'ai comme 3-4 autres personnes qui je fais comme ah, ok. Les autres. Était en français la copie qu'on a jouée. Puis il y a quand même du texte et des trucs. Là, et le livre de règles est quand même aussi intense. Là. Oui, c'est ça. Ouais, seulement des expériences grandioses de même. Ça arrive Ouais. avec un Ouais, bon livre de ouais. règles Ah, ouais, de effectivement. 30-40 pages. Là. C'est un gros livre de règles, c'est une grosse soirée, mais tu ressors de là, comme David vient de le raconter, avec une bonne histoire. Ouais, puis cette Ouais, expérience, je vais me c'est une rappeler. expérience. Tu sais, je vais m'en rappeler de cette histoire-là. On va s'en reparler, moi et Martin, c'est sûr. La finale, avant que ça finisse, on va s'en souvenir Hey, longtemps. ouais, bûcher dans les liens de coups de poing. Puis survivre, puis gagner. Là. Envoie ton scénario pour le prochain Alien. Ouais, et voilà. Cool. Donc, Alex, de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? Ben, moi, de mon côté, j'ai 3 jeux. Je nous ramène dans le passé. Je nous parle d'un jeu un peu plus du présent. Puis un qui va s'en venir sur Kickstarter. C'est bon, ça. Fait que je vais commencer par nous reculer dans le temps. Fait qu'on recule de 11 ans en 2008 avec Ghost Stories. C'est des vieux jeux en 2008. Hey, C'est rendu vieux. Obama venait d'être élu. Wow. Mais même si c'est vieux, ça traverse très bien le temps. Ouais. La preuve, pas plus tard qu'hier. On a joué. Moi et David. On a eu subi une cuisante, une cuisante défaite, malheureusement. On arrivait au boss. La carte du boss, c'était la première sur le dessus. Était la suivante. Fait que, un beau co-op de Tower Defense. Vraiment, moi je considère Tower Defense. Là, on doit défendre les 9 villageois au centre de l'invasion des fantômes de Wu Fang. Fait qu'on doit être capable de survivre jusqu'à rencontrer le boss et le vaincre avant que le deck de fantômes s'épuise ou que 3 des villageois aient été envahis par Wu Fang. Fait que vraiment un solide challenge. Il est très difficile. Là. Même au mode d'initiation, prends pas pour acquis que tu vas assurément gagner. Parce que tu peux perdre le mode d'initiation. Ouais, non, les jeux coop, souvent, on a toujours comme ouais, là, faut pas que ce soit trop facile parce que maintenant, on n'aura pas de fun. Celui-là, je trouve que c'est comme mon exception à la règle. C'est comme non. Ghost Stories. Ouais, c'est ça. Lui, il l'a compris, ce côté-là. Puis, t'sais, on s'est pas rendu au boss hier, on était à une carte, puis on était pas au niveau plus tough, là, on était en normal. C'est pas. Hey, à normal, des gros gamers se faire donner une volée. Ouais, c'est un excellent défi. Je pense C'est un gros défi. Là. Je pense que j'ai un ratio de 20% à peu près de victoire à Ghost Stories. Pas plus que ça, je te dirais. Moi, il est pas plus haut que ça, c'est sûr. On avait-tu gagné quand on avait joué en dessous de la tente à Grand Canyon? Pat puis moi, quand on a fait notre voyage aux États-Unis, on avait traîné Ghost Stories dans notre voyage. Puis on a fait
on a couché une nuit au Grand Canyon dans une tente, en camping. Ouais. Puis on avait joué une game de Ghost Stories dans la tente avec une lampe au-dessus de nous autres. Ça faisait vraiment un effet magnifique. Donc, je me souviens plus si on avait gagné, par exemple. On avait dû perdre, je pense. Mais ça avait été vraiment cool. Je me rappelle juste que je t'avais battu d'une manière outrageuse à Yadzi. Parcs nationaux. J'ai jamais roulé des dés comme ça. Non, fait que c'est vraiment un excellent jeu. J'ai pas essayé les 2 extensions, Lune Blanche et Secret Noir, si je me rappelle bien. Là, je vois une traduction directe en français, là, mais c'est Black Secret puis White Moon. Je les ai pas essayés parce que je considère le challenge déjà assez considérable avec le jeu de base. Fait que je me suis pas aventuré là. David, je pense que t'en as essayé une des 2. J'en ai joué une avec LP à un moment donné. Je me souviens plus laquelle des 2. C'était peut-être les 2, remarque, ensemble. Là. Okay. Mais il y avait différentes options pour les joueurs qui étaient intéressantes. Il y a une des extensions où tu peux avoir un joueur qui contrôle les fantômes, qui contrôle les méchants. Ouais, ça c'est Black Secret. C'est ça. Fait que ça le rend encore plus difficile. Mais moi non plus, je pense pas que les extensions sont tant nécessaires dans Ghost Stories. T'sais, comme tu dis, c'est un jeu qu'on ressort de temps en temps, puis on est toujours content d'y rejouer, peu importe. Le visuel est très beau, la thématique est présente. Le flow du jeu aussi est bon. Le flow est bon. Il y a une t'as le feeling co-op, t'as pas le choix de collaborer, puis de chacun fait apporte à l'équipe, sinon tu vas te faire démolir. Ouais. Mais c'est sûr que les dés sont présents. Là. Si c'est vrai. 2-3 mauvais jets de dés consécutifs, puis ta game est sérieusement dans le trouble. Là. Ça va être difficile de t'en remettre. Mais ça demeure gameplay super agréable, ça se joue bien, c'est pas un jeu qui est très long à jouer, là. 45 minutes, 1 heure, c'est fini. Puis même si ça dérape, ça peut être 20 minutes aussi. Là. Mais ça reste toujours le fun. Moi, même quand que tu perds de manière outrageuse, j'ai toujours eu du fun à Black Stories. Ghost Stories. Ghost Stories, excusez-moi. Moi aussi, puis c'en est un que j'ai pas de difficulté à dire on repart. Ouais. Hier c'est parce qu'il était rendu tard, il y en avait quelques-uns qui étaient fatigués. Moi, j'étais prêt à repartir. Là. J'étais prêt à me réessayer. On approchait, puis on a eu un mauvais tour qui nous a fait vraiment mal. T'avais juste à mieux rouler. Hein. Ouais, je le sais, mais c'est sûr. J'adore les jeux de dés, mais la phrase Dice Hate Me, elle me va plutôt bien. Je suis très bad locké au niveau des jeux de dés. Je pense que c'est un jeu qui est optimal à 4 joueurs. Même quand je joue pas à 4, on met les 4 personnages en jeu. Je trouve que c'est plus le fun de jouer avec les 4 personnages que d'avoir un personnage qui est absent et qu'on peut emprunter son pouvoir avec un jeton. Je sais pas trop. Je trouve ça plus le fun à gérer avec les 4 personnages. Mais oui, c'est un jeu qui est plus optimal à 4. Il est pas désagréable à jouer à 2, mais il shine vraiment à 4 joueurs solidement. Pour ceux qui veulent une version plus à jour ou avec une thématique plus intéressante, pas plus intéressante, mais différente, plus intéressante pour certains quand vous appréciez plus le médiéval que les fantômes. Mais la version Last Bastion est sortie cette semaine en magasin, donc c'est 95% le même jeu. C'est le même auteur, c'est la même compagnie de distribution qui est Repose Production. C'est pareil, mais avec une thématique médiévale. Fait que ceux que ça intéresse un peu plus, il est de retour sur les tablettes. Il était pas à Gen Con, on l'avait essayé à Gen Con. On l'avait vu sur une table, on a comme fait hey, ça ressemble vraiment à Ghost Story. Bon, ça soit. Là, on jase avec le gars, parce que les autres, c'est des Belges. Puis là, on commence à jaser en français avec eux autres. Il était content. Là, il était comme, cool, du monde qui parle français. Il commence à nous expliquer ça. Là, on fait comme, ok, c'est vraiment comme Ghost Stories, finalement. Elle dit, tu sais. C'est Ghost Stories. On vous l'avait pas dit. Fait que là, finalement, on avait joué 3-4 tours juste pour essayer. Puis effectivement, c'est vraiment Ghost Stories avec un nouveau thème. Ils ont peaufiné peut-être 4-5 règles qui ont changé ou modifié, mais en gros, c'est pas mal le même jeu. Puis, ils ont mis des petites touches justement médiévales fantastiques. Les composantes sont assez solides encore une fois, le visuel. Ils ont-tu fait des changements sur le niveau de difficulté ou ça reste encore un jeu très. Je le sens un petit peu plus facile. On n'a pas joué assez longtemps non plus pour le savoir, mais j'imagine que tu peux moduler ou tu peux ajouter un deuxième boss ou des trucs comme ça. Là. Super, c'est le premier jeu que je voulais vous parler aujourd'hui. Le deuxième, pour ceux qui achètent leur jeu en anglais, est peut-être pas si récent que ça, sorti en 2017 en anglais. En français, c'est cette année, c'est Subterra. Donc, la version française est sortie seulement cette année.
Le designer Tim Pinder, je pourrais pas vous parler bien d'autres jeux qu'il a fait, parce que c'est son seul. C'est distribué par Inside the Box Board Games. C'est un co-op de type exploration. Et un co-op que tu peux pas tant que ça partir tout seul de ton bord. Ça se peut que ça tourne mal pour toi. Fait que faut vraiment travailler en équipe. Là aussi, je pense à 4 joueurs shine plus qu'à 2 joueurs. Malgré que tu mets les autres personnages en jeu, là, toujours un minimum, je crois, de 4 joueurs actifs Oui, c'est vrai. sur le jeu. Donc, tu contrôles, tu prends les décisions en équipe pour les joueurs qui sont pas là. Okay. Chaque joueur a un pouvoir différent dans l'exploration. Après ça, il faut que tu t'explores le souterrain, c'est dans une cave. Et là, il t'arrive des tuiles de gaz qu'il faut t'essayer d'éviter pour pas te contaminer, des fuites d'eau dans la caverne, attention, ça va te ralentir, ou tu peux passer proche de te noyer, ça va te blesser. Des horreurs qui se présentent puis qui se mettent à te courir après et que tu peux pas vraiment tuer. Il y a juste un personnage qui peut les tuer. Il y a juste un personnage qui peut les tuer, fait qu'il faut que tu te pousses carrément. Fait que c'est beaucoup de dangers à éviter pour essayer de, au final, trouver la sortie et sauver avec la victoire. Il y a différents niveaux de victoire. Okay. Si tout le monde sort en vie, c'est à la victoire en or. S'il y a juste on a échappé juste une victoire en argent. Si on échappe 2, c'est une victoire en bronze. Puis s'il y en a plus que 2 décédés, ben, c'est considéré comme une défaite. Personnellement, en tant que gamer, quand tu t'en vas en bas d'argent, je commence à trouver que c'est une défaite là, quand tu as laissé 2 personnes en arrière de toi. C'est une défaite pour moi, là, mais bon, c'est 2 différents niveaux pour ceux qui aiment moins la défaite. C'est un jeu qui glow in the dark. Oui, c'était un des points. C'est une des raisons pourquoi je trouvais que la thématique Halloween rentrait bien avec ce jeu-là. C'est que les tuiles sont faites pour blacklight. Donc, tu peux éteindre puis allumer une blacklight. Puis les tuiles s'illuminent. C'est sûr qu'il faut que tu ailles le setup. Ouais. Eux autres, moi j'ai la Collector's Edition. Elle vient avec une petite lampe de poche blacklight que tu peux te passer de joueur en joueur. Fait que les autres, ils l'ont rendu encore plus immersif du fait que c'est juste le joueur actif qui voit ce qui se passe. Ah, ça c'est cool. Du point de vue immersif, si tu veux être vraiment dedans, c'est vraiment bien. Il est beau, ça fait vraiment beau sur la table. Quand on l'a essayé une fois. On l'a essayé, puis c'est vraiment très beau. Mais il faut quand même que tu sois motivé de le faire. Là, parce que ça prend quand même une certaine noirceur pour que ça vaille la peine. Ouais. Le jeu vient actuellement avec 3 extensions. Annihilation, Investigation, puis Extraction. Il y en a qui amènent des différentes façons de le jouer, c'est-à-dire que tu arrives par la sortie, tu sais déjà où il faut que tu ressortes, mais là le but c'est de trouver des tuiles, mettons il y en a une qu'il faut que tu fasses exploser la cave. Fait qu'il faut que tu trouves les tuiles fragiles, qui sont considérées fragiles dans la cave, déposer les bombes, puis revenir à la sortie pour faire tout exploser. Encore là, faut que tu survives. Mais là, cette fois-ci, la sortie, tu sais ce qu'elle est. Fait que c'est un petit peu différent. Ça amène des rôles, des personnages de plus aussi. Fait que c'est intéressant. Côté prix, ils sont quand même pas donnés les extensions pour ce qu'il y a dedans. Là. C'est 20$ de l'extension pour une carte de personnage, 4-5 tuiles, puis 3-4 pions. C'est pas donné. Moi, j'ai acheté le collector, puis je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre cette direction-là. Le collector est comme 85$. Versus les jeux tout vendus séparément, tu vas avoir un 45 pour le jeu de base puis un 20 par extension qui va t'amener au-dessus de 100. Le collector en plus t'a donné les graphic novels du jeu puis la petite lampe de poche et un kit de dés de RPG. Ah, ok. Pourquoi? T'en as pas besoin dans le jeu. Un beau cadeau. Un beau cadeau. C'est pas très utile, mais bon, c'est ça. Fait que vraiment intéressant comme jeu. C'est quand même assez léger, mais c'est un beau défi, encore une fois. Il y a moyen de perdre assez rapidement, comme il y a moyen de faire des games épiques qui se décident à la fin. Puis il y a une dernière mécanique qui est vraiment intéressante, il y a un événement qui se passe à tous les tours, un deck d'événements. Puis quand le deck d'événements atteint la fin, puis t'es pas encore sorti, avant de jouer ton tour, tu dois faire un check avec un dé. Si t'échoues ton check, tu meurs.
Parce que la caverne te tombe sur la tête, genre. Parce que les horreurs, c'est comme si... Il fait noir. Il fait noir, puis là, t'es encerclé par les horreurs, puis... Tu es fou. Fait que t'as un check à faire, fait que c'est intéressant comme thématique. On s'est rendu à la dernière game que j'ai joué, c'était avec toi, David, puis LP. LP était le dernier dans la caverne, fallait qu'il réussisse, je pense, deux die checks pour sortir. Il les a réussi les deux, il a sorti, on a tout sorti, toute la sortie de la caverne. Une game à 5 en plus, fait que c'était assez épique comme fin de game. Puis si la thématique souterraine, caverne intéresse moins les gens, ben il y a Subterra 2 qui est actuellement sur Kickstarter. 2. Et ils sont pas cassés la tête sur le nom. Non. Mais cette fois-ci, c'est un volcan. Fait que le principe est sensible. Volcan! T'aimes pas ça, toi, le principe est sensiblement le même au niveau de l'exploration. Tu retournes des tuiles encore une fois. Il y a différentes mécaniques. Là, je peux pas aller dans le détail de toutes les différences qu'il y a sur le jeu. C'est sûr, côté Kickstarter, le jeu est en livres sterling, ça monte quand même assez rapidement. On parle d'un 30 livres sterling plus 6 de shipping. Fait qu'on est rendu à un 60$ pour le backer Canada pour un jeu de cette envergure-là. C'est quand même pas donné. Là. Fait que, puis il va être disponible en retail. Puis le Brexit étant pas fini, moi, le livre sterling, je me tiendrai tranquille. C'est ça. Le jeu va vraiment bien. Là. J'écoute les vidéos de Martin de la Société des Jeux qui est affilié avec Philibert et c'est un des gros vendeurs actuellement. Il a pogné beaucoup. Fait que, puis ça se comprend, c'est très accessible et vraiment, vraiment un bon jeu. Fait que c'était le deuxième jeu que je voulais vous parler. Puis le troisième, ben on va s'en aller dans le futur parce que c'est un futur Kickstarter. Ben, pas vraiment un futur Kickstarter, compte tenu qu'on est diffusé le 31 octobre. Le Kickstarter commence aujourd'hui. Donc, il s'agit de Quick and the Undead. Un jeu à thématique zombie western. Donc, il y a vraiment, mais vraiment pas beaucoup de détails sur le jeu à l'heure actuelle. Fait que je vous donne ce que j'ai. Mais le visuel de la page principale du board est vraiment belle. Là. Un zombie qui se fait tirer dessus à la western. Il a attiré mon attention. Les designers, c'est Adrian Adamescu, Daryl Andrews et Connor McCoy. Les deux premiers sont derrière Sagrada. Ouais. Quand même. Connor McCoy est derrière The Summit et Goris Maximus. Ok, quand même. Donc, je connais pas ces deux jeux-là. Sagrada, je le connais bien. C'est quand même assez light. Là. C'est Inside Up Games qui vont faire la distribution. Fait que les mécaniques qui ressortent, choix d'action simultané, contrôle de territoire, placement d'ouvriers, pousser sa chance. Okay. Dans le descriptif, je voyais les trois premiers. Là. Chacun a un D8, il choisit un chiffre qui va être son action. Tu as 8 actions possibles. Tout le monde simultanément caché choisit son action. On révèle tous en même temps. Ceux qui vont avoir choisi la même action vont avoir un duel à faire. Les actions jouent sur le plateau, sur aller placer ces hâtes-là sur les territoires. Et il y a du fight pour les territoires aussi. Il y a des undead sur le board. Fait que je vois les trois premiers, le choix d'action simultané, le contrôle de territoire, le placement de push-your-luck. Mais le push-your-luck dans la description, je l'ai pas vu. Là. Je ne sais pas où il va arriver dans le portrait. Peut-être le système de combat dans le duel. Peut-être là, j'ai pas vu plus de détails que ça. Mais de ce que j'ai lu, ça avait l'air vraiment intéressant. Puis pour l'aspect thématique Halloween zombie, ça avait l'air bien. Le mix avec le western, c'est pas quelque chose qui s'est vu, c'est quand même drôle. Beaucoup. Là. Non, c'est vrai. C'est un drôle de mix. Là, fait que, on s'entend que la thématique de zombie, elle a été revue et c'est ça. Pour le titre aussi, ça m'a fait penser à Quick and the Dead, le film de Sam Raimi, avec Sharon Stone. Je me dis, y a-t-il un personnage blond? Non, en tout cas, pas. Le peu d'images qu'il y avait de disponible. Mon Dieu, il y avait Russell Crowe qui jouait dans ce film. Pour vrai? Wow. Eh boy, oui, j'ai incluré. Et ça fait des belles suggestions d'Halloween pour cette année, puis pour l'année prochaine pour ce Kickstarter-là. Des spéciales d'Halloween, on en a 2-3. Super! Le détail de sa sortie prévue n'est pas encore disponible vu que la campagne est... Ouais. La campagne commence aujourd'hui en tant que diffusion du podcast, mais pour notre réel présent, j'ai pas le détail encore. Super, mais merci beaucoup. Pas trop de pression, faut que ça sorte le 31, cette histoire. Ouais, c'est le producteur. On voit qu'Alexandre, c'est un professionnel.
Et toi, Pat, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous faire le premier installement, parce que c'est un très bel anglicisme, de ma chronique récurrente qui va s'appeler Histoire de Board Game. Oh! Titre de travail, ça peut peut-être s'améliorer, là. Dans lequel je vais prendre un jeu ou un type de jeu, puis essayer un peu de en faire l'historique ou l'arbre généalogique. OK. Les gens qui me connaissent, vous savez que j'ai une très grande passion pour l'histoire. Puis des fois, je trouve de savoir d'où un jeu provient, ça t'aide des fois à mieux apprécier. Parce que nous, quand on joue bien souvent des jeux, on est capable de faire comme ah ouais, mais lui, il est vraiment bon parce que il y a tel élément de plus que l'autre d'avant. Et en première chronique, je suis allé avec le concept de l'Halloween. Je vais vous parler de l'historique des jeux Meurtres et Mystères. Ouh, ce bon vieux classique des années 80. Avec les boîtes, vous vous en rappellerez qu'il avait l'air d'un cover de roman Fais-moi peur. Ah ben oui, quand même. Hein? T'as oublié de nous envoyer nos rôles avant l'épisode. J'ai encore ma perruque que quand j'avais fait le Meurtre et Mystère, je jouais une fille la dernière fois. Moi aussi, le dernier que j'ai fait, je me fais. Alors, comme vous entendez, un Meurtre et Mystère, c'est ce qu'on appelle un jeu de party. Ce qui est le plus proche, je pense, d'une espèce d'hybride entre un jeu de rôle et un jeu de société. Dans le sens que c'est un jeu de société. T'as pas à être acteur ou à prendre des lignes ou à prendre des règles très complexes ou même à brasser des dés. Mais à la fois, tu vas interpréter un rôle. Et comme vous avez déjà entendu, moi, les jeux de rôle, c'est mon dada. Alors, Meurtre et Mystère, ça commence habituellement avec un meurtre. Il y a quelqu'un qui meurt et au cours de la soirée, ça va être essayer de trouver qui est le meurtrier. Le meurtrier est l'un des joueurs, donc on est un peu dans une dynamique de jeu. Identité cachée. Identité cachée, semi-coop, dans le sens que chaque joueur reçoit habituellement une enveloppe en début de partie. Quoique avant, aujourd'hui, ça peut être un texto ou un courriel, on peut être techno. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a des indices. Et aussi si c'était le meurtrier ou pas. Ou des informations. Ouais. Et ou des informations. Tu vas savoir que plus tard dans la soirée, il va se passer telle affaire, etc. Et l'idée, c'est qu'au cours de la soirée, en parlant avec les autres joueurs, en négociant, en parlant, en échangeant, tu vas découvrir les informations des autres. Puis essentiellement, c'est que tu vas être capable de relier les informations qu'ont les joueurs pour être capable de faire la déduction de qui est le meurtrier. Et quand elle arrive à la fin, comme dans un roman d'Agatha Christie, où on doit essayer de pointer qui est le meurtrier, chacun va pouvoir voter qui est le meurtrier et ceux qui ont indiqué le bon nom vont gagner le jeu. Pour ça, je vais vous retourner à l'origine des histoires de détectives, soit avec le premier détective de fiction, par un auteur qui est tout à fait approprié à cette journée d'Halloween, soit en 1841, le très grand Edgar Allan Poe écrivait Meurtre de la rue Morgue avec Auguste Dupin. Alors aussi étonnant que cela soit-il, les histoires de détectives tiennent leur origine de si près que ça de nous. Moi, j'étais certain que ça faisait des siècles et des siècles qu'on dirait ça, mais le premier détective, ce serait Auguste Dupin. Dans les années 1860, en Angleterre, il y a eu un meurtre d'un enfant, malheureusement, et celui-ci a été très, très médiatisé. Et donc là, on dirait que tout le monde s'est mis à jouer aux détectives amateurs. Les journaux, on sait que les journaux britanniques, des fois, sont un peu trop tabloïdes, sont mis à publier des rumeurs. Fait que ça a créé un peu une espèce de frenzy autour de ça. Pour, justement, encore une fois, inspirer Sir Arthur Conan Doyle, qui, en 1887, commençait à publier les Sherlock Holmes, les très connus Sherlock Holmes. Donc, on voit qu'au 19e siècle, la mode des détectives, autant aux États-Unis qu'en Angleterre, devient très, très, très populaire. Pour que le plus vieux jeu de cette nature-là, qu'on connaisse, c'est en 1935, un jeu qui s'appelait Jury Box, la boîte du juré, où essentiellement à l'intérieur de la boîte, il y avait des éléments de preuve, 2 photographies et des bulletins de vote. Les preuves étaient divisées par la preuve de la couronne puis la preuve de la défense. Les participants regardaient ces éléments de preuve-là, faisaient comme un jury. Ils débattaient. Ouais. Ils débattaient entre eux et devaient marquer sur le carton pour qui votait. Et à la fin, on ouvrait l'enveloppe, puis on savait si la personne était coupable ou non, puis on savait qui avait fait le bon verdict. Donc en 1935... Mais personne n'interprétait un rôle en tant que tel. Non, à ce moment-là, effectivement... Parce que tu peux être toi-même en tant que Il n'y a pas un jury. des joueurs qui était le meurtrier dans ce concept-là. Exactement. Fait que déjà là, on se rapproche du meurtre, Ouais. mais le mystère n'était pas encore là. Pour nous amener en 1948,
Qu'est-ce qui est arrivé en 1948? Parce que David a vu ma feuille, fait qu'on va envoyer ça à Alex. Whoop. 1948, un grand classique des board games. Clou? Je Oh! pensais pas que ça datait si loin que ça. 1948, Clou ou Cluedo, le nom de ses noms. En Amérique du Nord est publié, donc encore une fois, là on a plus le côté très board game, là. Puis on a tous déjà joué à Clou, on a chacun notre opinion sur Clou. Mais donc là déjà on voit qu'en 1935, le concept de débattre de manière, on va dire, entre les spectateurs et les joueurs existe. Clou amène un concept plus justement de mécanique de jeu. Ces deux éléments-là vont rester un peu dormants. Les années 50, 60, 70 n'étaient pas très cléments pour les board games. Et c'est ça qui nous amène aux années 80. Donc, années 80, l'âge d'or de ces jeux Meurtre et Mystère, qui aujourd'hui sont republiés par une tonne de personnes. Et même, j'ai envie de vous dire qu'à l'âge de l'Internet, tu peux en écrire ou en inventer. Oui, ou c'est ça. En downloader. Tu peux en downloader une somme. Mais donc, dans les années 80, il y a eu un âge d'or où justement, les gens achetaient cette boîte-là, où il y avait une histoire, on se partageait les enveloppes, après ça, c'était comme pratique courante que tu donnais la boîte à un de tes amis, il donnait la sienne, puis le monde se passait les boîtes entre eux. Alors donc c'est ça un jeu qui était joué par nos parents, puis moi je me rappelle quand j'étais petit, j'ai déjà vu ça puis pour comprendre ce qui se passait. C'était souvent mixé aussi avec un concept de dîner, hein? C'était un souper. Ouais. En même temps. Souper, Meurtre et Mystère. Ouais, souper, meurtre et mystère. À l'Halloween, c'était classique. Parce que là, tu te déguisais dans le personnage que tu avais eu, soit genre le colonel qui revenait d'un safari dans l'Afrique. Il y a toujours une petite touche un peu vieillot qui existait aussi à ce moment-là. Apparemment, habituellement, c'était au minimum de 6 joueurs. Donc, tu te réunissais 3-4 couples, puis tu avais genre une soirée meurtre et mystère. Apparemment, il y a des variantes qui ont été développées pour des événements corporatifs qui vont jusqu'à 400. C'est un peu intense, le 400. Ouais, là, 400, je vais avouer que je présume que la technologie est beaucoup utilisée pour supporter ça. Et quelques animateurs. Donc, là, effectivement, au cours du souper, c'est comme je vous disais au début, donc on discutait. Donc, dans les années 80, c'est un style de jeu qui a été très, très populaire chez les jeunes adultes, chez les jeunes parents, qui faisaient des parties entre amis avec ça. Mais, comme j'ai mentionné, l'arrivée d'Internet a un peu fait péricliter ce style de jeu-là. Parce que justement, l'arrivée des jeux vidéo et l'arrivée d'Internet a donné une deuxième forme à ces jeux-là, ce qui fait que, tu sais, organiser un party meurtre et mystère, faut que je trouve 4-5 personnes, faut que je fasse un souper, faut qu'on ait un costume, faut que j'aie une histoire. Tout le monde embarque aussi. Faut que tout le monde embarque, Ouais, ça dépend beaucoup de ça. Parce que j'en ai vécu des expériences de meurtre et mystère que t'es sur le bord de t'endormir à l'entour de la table. Là. T'sais, quand la personne fait que lire ses cartons à répétition, elle rajoute aucune viande, aucun investissement dans le personnage. Aucun rôle. C'est ça. Elle joue pas. Fait que ouais, effectivement, tu sais, c'est comme bonjour colonel, oui, j'ai vu Madame X rentrer dans telle pièce, c'était comme, c'est pas vraiment ça que je te demandais, mais merci. La soirée va être courte. Mais donc l'arrivée d'Internet a un peu fait péricliter, des jeux vidéo a un peu fait péricliter ce style-là, qui continue à exister encore aujourd'hui, mais c'est un petit peu un peu plus un côté vintage, un peu, là, c'est moins populaire que ça l'a été. Puis même, j'ai envie de vous dire, comme Alex a parlé, comme David, on vient de parler, ce style-là a un peu fait des enfants par justement, par exemple, les jeux semi-coop. Les jeux d'identité cachée. Les jeux d'identité cachée. C'est un petit peu... Loup-garou, mettons, pourrait être un dérivé Exactement. de ça. Et justement, Loup-garou provient du jeu Mafia, fait par Dimitri Davidov. Et Dimitri Davidov a toujours dit, moi, c'est une simplification de Meurtre et Mystère que j'ai faite. Ouais. Donc, effectivement, comme dit David, le style du jeu a jamais arrêté. Il a juste évolué vers une forme plus moderne. Très intéressant comme chronique. Il y a encore de la place à évoluer. Là. Oui. Je vois des principes comme dans Chronicles of Crime, de la lecture de code QR qui pourrait très bien s'intégrer à la plateforme de Meurtre et Mystère. Là. Puis quand tu le dis, Chronicle of Crime, essentiellement, n'est-ce pas un Meurtre et Mystère co-op d'une certaine manière? Ou détective. Un Modern Crime Board Game. Toute l'interface numérique, on cherche un meurtre, on cherche les coupables dans chaque scénario. C'est un peu le même principe qui a été repris et qui a évolué encore une fois. J'avais pas pensé, mais exactement, tu voyais le style continue d'exister puis on intègre les technologies. Ce qui l'a fait diminuer dans les 90 lui redonne une nouvelle force maintenant.
Ouais, puis on a aussi la recrudescence du jeu de rôle. La recrudescence du board game depuis les années 2000 a aussi entraîné les jeux de rôle aussi à reprendre en popularité. T'sais, combien on voit de podcasts ou de choses de jeux de Donjons Dragons, tout ça à cette heure, alors que nous autres, quand on était jeunes, on n'osait pas dire qu'on jouait à Donjons Dragons parce qu'on se faisait traiter de monde un peu bizarre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien ouvert et qui est bien populaire. Tout à fait. Merci beaucoup pour vos chroniques, messieurs. Maintenant, c'est l'heure d'aller affûter nos épieux et de sortir nos crucifix pour aller à la chasse aux vampires et aux autres monstres pour une partie de Horrify. Allez me manger une gousse d'ail, je reviens. On vient de terminer notre partie de Horrify, un jeu à thématique Halloween où on doit affronter des créatures des films d'horreur classiques. On a choisi une partie à difficile, donc on avait à affronter 4 créatures, dont Dracula, le loup-garou, la momie ainsi que l'homme invisible. Et on a aussi disponible dans la boîte de jeu Frankenstein et sa femme ainsi que le monstre du lagon. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui dure environ 60 minutes. C'est un jeu qui a été conçu par un collectif d'auteurs, Prospero Hall, qui avait été le même collectif derrière Villainous, qui a eu beaucoup de succès. C'est un jeu édité par Ravensburger, qui est disponible présentement en anglais, mais je ne serais pas très surpris si on avait une traduction française dans les prochains mois. C'est un jeu coopératif, on a un système de points d'action, donc les joueurs ont un certain nombre de points d'action à dépenser dans leur tour pour se déplacer, ramasser différents jetons sur le plateau, aller faire des interactions avec des lieux pour pouvoir avancer les recherches sur les faiblesses des différents monstres pour éventuellement essayer de les vaincre pour gagner la partie. On a chacun un personnage qu'on incarne qui va avoir un pouvoir asymétrique, donc un petit pouvoir de personnage. C'est un jeu, on pourrait dire, qu'il y a un peu de pick up and deliver, dans le sens qu'on va aller ramasser des jetons d'objets pour ensuite aller les porter ou les utiliser. On a aussi des citoyens qui vont apparaître sur le plateau qu'on va devoir guider vers les bons lieux pour gagner des cartes spéciales d'action. Donc, on vient de terminer, malheureusement, par une défaite. Donc, il y a trop de civils qui se sont fait tuer. Donc, la terreur s'est emparée de la ville et on a perdu. Donc, moi, c'est la deuxième fois que je jouais au jeu. J'avais joué une partie à 5 joueurs en normal, qu'on avait quand même aisément gagné. Là, on n'a pas eu tant de difficultés que ça. Mais là, une partie à difficile, on s'est rendu compte que la gestion était un peu plus serrée, si on veut. Donc, on va commencer peut-être avec Alex. Ça fait plusieurs parties que tu joues. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de notre partie à difficile? Un beau défi, un défi plus agréable à jouer et plus challengeant. Jusqu'à date, je trouvais que le jeu était un peu trop facile. Mes 3 autres games, j'ai vaincu le jeu sans trop de difficultés. Là. J'ai 2 parties à 3. Non, une partie à 3, une partie à 2, une partie solo. Je l'ai essayé en solo aussi. En solo, vraiment trop facile parce que tu ramasses tous les équipements partout où tu passes, donc tu te défends sans arrêt. Ouais. Donc, le challenge est vraiment pas là en solo. À 2, le jeu est moins agréable. L'interaction est moins présente. Je trouve qu'à 3, il commence à shiner, puis peut-être même à 4, ça serait encore mieux. Mais mes 2 meilleurs games sont à 3, sans aucun doute. Hein. Trouves-tu que la difficulté augmente? C'est ce que je comprends. Oui, la difficulté augmente avec le nombre de joueurs, parce qu'il y a plus de temps entre les tours que tu joues, donc les monstres se déplacent plus et viennent te chercher plus facilement. Fait que si tu te bats un tour, tu dois dépenser 2 de tes tokens. Ton tour, le monstre te réattaque une autre fois, ça vient que tu as appuyé les items pour te défendre, puis tu l'as bien vu durant notre game. T'es celui qui est allé à l'hôpital le plus souvent. à part évidemment les villageois, les 5 villageois, je pense qu'on a perdu dans toute la partie. Au moins. Dont 3 sur le dernier move de la game. Ce qui a fait très mal. Donc, non, le scalability, je trouve pas le terme français, là, mais est un peu ordinaire. C'est un des aspects négatifs, je trouve, que j'aurais à dire du jeu. Il shine vraiment plus à plus de joueurs. Ouais, ma première partie à moi, justement, on avait joué à 5, puis c'est ça qu'on avait remarqué. Okay, tu fais jusqu'à 5? Ouais, à 5, mais là, tu sais, si moi je suis à 2 cases d'un monstre quand je finis mon tour, ben là, il se joue 4 autres joueurs avant que ça revienne à moi.
Donc mes chances de me faire attaquer par un monstre sont plus grandes. Fait qu'on avait tendance peut-être à se tenir plus souvent avec un autre joueur, tu sais, où on se tenait 2 par 2 pour justement mieux se protéger puis gérer un peu plus les attaques parce qu'on se faisait attaquer peut-être un peu plus souvent. On l'avait quand même réussi à 3 monstres, une partie normale à 5 joueurs, mais ça a peut-être été plus difficile notre partie à 5 que justement de faire une partie à 3. Mais ça doit, sûrement qu'à 5, ça augmente la collaboration que tu fais. Là, c'est parce que Patrice avait un rôle qui lui permettait de venir nous rejoindre, parce que toi et moi, on a très peu collaboré. Là. On se tenait chacun à notre bout pour gérer chacun un monstre. Puis Pat, grâce à son rôle, il venait nous rejoindre. C'est ce qui a permis un peu de collaboration, parce que sinon, on faisait nos affaires plus dans notre coin. Mais c'était correct parce qu'il fallait mettre de l'attention aux bonnes places. Puis c'est là qu'on l'a bien vu que la momie, on l'a même pas. On s'en est même pas occupé de la game. Là. On l'a complètement oublié. Ouais, c'est ça. Totalement. Là, on a vaincu 2, mais on était quand même assez proche de vaincre le 3e. Ouais. Mais la momie était même pas commencée. Donc c'est un jeu où chaque monstre va avoir un fonctionnement différent. Fait que chaque monstre est comme asymétrique, une façon d'être comme on doit faire un premier stade pour pouvoir l'affaiblir, puis ensuite on doit faire un coup final pour le tuer. Puis c'est assez intéressant de voir justement les mécaniques qui sont derrière ces monstres-là. Donc on avait Dracula qui va avoir ses 4 cercueils sur le plateau. Donc, il faut aller détruire ces cercueils en défaussant un certain nombre de jetons rouges d'une valeur 6. Et quand ces 4 cercueils vont être détruits, ben là, on peut se rendre à lui pour essayer de le tuer en défaussant des items jaunes. Alors qu'on avait le loup-garou qui, lui, pour l'affaiblir, on doit aller au laboratoire pour aller livrer certains objets bleus de valeur 1, 2, 3. Puis quand on va avoir placé les 6 objets, là, on va pouvoir aller faire le coup final. On avait l'homme invisible qui lui demandait d'avoir des objets de 5 lieux très précis. Donc lui, peu importe la valeur, il veut juste des objets qui proviennent de ces lieux-là. Puis après ça, on peut y faire un coup final. Et la momie, qu'on a eu beaucoup de difficultés, elle, on a une espèce de plateau avec des jetons numérotés de 1 à 6. Et on va avoir un endroit qui est libre au milieu du plateau. Fait que c'est une espèce de sliding puzzle, là, un casse-tête de translation. Je sais pas trop le terme en français, là, mais bon, un casse-tête glissant. Un casse-tête glissant où on fait bouger les jetons pour essayer de les mettre à la bonne place. Donc, puis une fois qu'il est réussi, ben là, on peut ensuite aller faire le coup final en défaussant les bons objets avec la bonne valeur. T'as essayé tous les monstres? Ouais. Est-ce que tu as trouvé que des monstres qui étaient peut-être plus forts ou plus challengeants que d'autres? La momie, selon moi, celui qui est le plus difficile. Le sliding puzzle demande quand même vraiment beaucoup de pièces. Et puis si tu te mets trompé dans tes déplacements, tu fais pas de quoi d'optimal. Tu peux virer en rond longtemps. Là. Fait que je dirais que c'est lui le plus difficile. La créature du lagon bleu est pour moi celui le plus facile. C'est le lagon noir. C'est le lagon noir? Ouais, parce que le lagon bleu, c'est Blue Lagoon avec Blue Shield. Okay, ouais, c'est pas un film de sirène ou T'as totalement raison. la créature du lagon noir. Lui, il faut que tu t'ailles au camp livrer des tuiles de n'importe quelle couleur, mais t'as un path, un chemin à suivre avec des X de différentes couleurs. Fait que quand tu livres, tu amènes le bateau sur la track au prochain X de cette couleur-là. Fait que si tu optimises tes livraisons, il va avancer vraiment vite, puis tu vas atteindre la fin du path vraiment vite. Mais fait que lui, il est plus facile. Dracula aussi est quand même assez facile. Oui, il demande beaucoup de rouge. Fait que c'est sûr que si les piges font pas sortir du rouge en début de game, il peut devenir plus difficile. Mais pour moi, c'est ces deux-là les plus faciles. L'homme invisible n'est pas si dur que ça à vaincre, mais il est chiant. Ah, ben c'est super spécifique ce qu'il demande. Je dirais c'est lui qui nous a. Oui, c'est spécifique ce qu'il nous demande, mais c'est lui qui nous a fait le plus mal en nous volant les tokens. Il est pas dur à tuer, mais il est désagréable. Là. Pour te permettre de gagner, là, il nuit pas à peu près. Là. Ah, parce qu'il nous a volé comme 2 fois des endroits où il y avait comme 4-5 objets à la même place. Exact. Ça fait beaucoup d'items qu'on n'a pas eu. Ça fait vraiment mal. Pour les autres, le Wolfman, il se gère quand même assez bien. C'est sûr que celui qui a le target, qui a sa marque, il se fait achaler par le Wolfman longtemps. Dans notre partie, on l'a pas trop vécu parce que c'est lui qu'on a décidé de s'acharner dessus en premier et on l'éliminer quand même assez rapidement. Fait qu'on l'a pas trop subi, mais c'est pas celui le plus difficile. Donc vraiment, la momie ressort au niveau difficulté. Là. Okay. Puis Frankenstein et sa conjointe, ben c'est sûr que
c'est un monstre, mais en réalité, ça en rajoute 2 sur le board. Fait que ça te demande un peu plus de contrôle pour les villageois. Faire attention aux villageois parce qu'il y en a 2 qui peuvent les attaquer. Mais il est pas difficile à jouer. Il est pas difficile à jouer et à gérer. Ok. Toi, Pat, c'est la première fois que tu jouais? Yeah! Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben moi, la première fois que j'ai entendu parler, ben c'est quand on a parlé pour en faire pour le podcast. Puis Pierre-Marc, un futur invité. Un futur invité dans le passé. En tout cas, bref. Il l'a décrit comme en 2 mots qui étaient comme pandémie avec des monstres. J'étais comme ok. Bon, c'est sûr que tu sais, pandémie, c'est un modèle de jeu qu'on a vu depuis longtemps, qui a fait ses preuves. Qu'on a joué aussi. Ouais, on a joué à usure. Ouais. Fait que j'étais comme, bon, ok, je vais quand même donner sa chance. Moi, je suis quand même un amateur de cinéma. C'est très, très, très clair que le jeu est inspiré des films de la Universal des années 50. Il est classique, là. Ouais, c'est pour ça que c'est comme Creature of the Black Lagoon. Blue Lagoon, quoi, si on avait vu Blue Shield passer, ça aurait pu être cool. Puis, là, j'ai pas une excellente mémoire, mais les mécaniques qui sont associées, là, je me rappelle du film de Werewolf de 1956. C'est un scientifique, puis il faut qu'il fasse un sérum. Fait que c'est pas tellement, genre, c'est pas bâtir une balle d'argent pour le tuer. Fait que tu Ils vois... sont inspirés du thème du film. Ouais, exactement. Ce que t'as à faire pour le régler fait du sens avec le vilain. Oui, exactement. Puis le seul élément que je vois qu'ils n'ont pas pris, puis je comprends, là, tu sais, exemple, Dracula, il a pas l'air de Bela Lugosi. Mais je comprends parce que avoir la face de Bela Lugosi, ça coûte cher. Ouais, c'est ça. C'est comme avoir la face de Bruce Lee, ça coûte cher. Fait que c'est correct, mais tu sais, c'est pas un secret, là, tu le vois, là. Fait que si t'es un amateur... Tu veux pas que ton jeu devienne un jeu à 60$ pour le niveau de gameplay qu'il y a dans le jeu. Ça reste un jeu abordable. Puis moi, bon, déjà, tu me parles d'un jeu à la pandémie, j'étais comme, ok, peut-être. 1 heure, expliquer le règlement, jouer. Ah, ça nous a pris 45 minutes une partie. Exactement. Le visuel est extrêmement beau. Les components sont d'une qualité vraiment supérieure. Je veux dire, c'est pas du petit carton cheap. Moi, ça me fait penser, on dirait qu'il y a une petite vibe Stranger Things, là. Aussi, oui. Le board, le look, le visuel qu'ils ont mis, ça fait années 80 ou 70. Le film des années 80, Monster Squad, c'est un groupe de jeunes, puis dans leur ville arrivent justement tous ces monstres-là, puis il faut qu'ils combattent ces monstres-là. Fait qu'encore une fois, oui, mais c'est un film des années 80, Monster Squad, c'est écrit par le gars qui avait écrit L'Arme Fatale. Ok, fait qu'il y avait une petite vibe de ça. Ouais, il y a une vibe, c'est clairement là. Fait que tu sais, moi j'aime les films d'horreur, fait que la vibe venait m'intéresser. Puis même si je connaissais la mécanique du jeu, ça roulait assez vite, puis c'était pas assez long pour que je sois comme, là, je je l'ai compris. Fait que tu sais, moi j'ai eu du fun tout le long. Et dernièrement, que j'ai trouvé intéressant, le niveau du jeu fait en sorte que, bon, moi j'ai pas d'enfant, mais mettons que j'irais chez un ami qui a des enfants de, même pas obligé d'avoir 13-14 ans, là, 8, 7, 8, 9 ans, là, il pourrait jouer à ça. Bon, je craindrais pas la difficulté comme nous autres on a fait, mais tu me disais que, tu sais, bon, moins de monstres, moins de joueurs, puis tu sais, des monstres, justement, on sauve des monstres, faut protéger la thématique. C'est un thème que les jeunes vont accrocher. Ouais. Tu t'es en allé dans la direction qui me restait à parler, parce que moi, je l'ai joué avec mes enfants. Bon, puis comment ça a été? Fait qu'il faut pas se rebuter au titre Horrified, là. Ça y va un peu fort, on s'entend. Le visuel est très friendly, très... Il n'y a pas de gore, là. C'est ça, c'est pas gore, c'est lumineux, les couleurs sont vives dans le jeu. J'ai joué avec mes filles de 6 puis 8 ans, puis ça a bien été, on s'entend, celle de 6 ans, je l'accompagnais dans ses décisions, puis je jouais presque 2 personnages, là. Faut être réaliste, là. Mais ma fille de 8 ans, elle suivait le jeu, puis tu sais, c'est sûr que pour garder le focus, j'y faisais faire les opérations, je révélais les cartes, puis je disais, ok, c'est quoi qu'on fait, dans quel ordre, pour que le focus reste là, parce que c'est peut-être la petite faiblesse pour jouer avec des enfants de l'âge des miens. Le jeu veut pas, on est des gamers, 45 minutes, ça a bien été. Ça a pas pris 45 minutes avec mes enfants. Ça a plus pris 1h15, 1h20. Ce qui commence à être un peu long pour 2 jeunes enfants alentour d'une table. Sur le même jeu, tu sais, pour jouer 2-3 jeux avec mes enfants pendant 1h20, ça va super bien. Pour jouer le même jeu pendant 1h20, c'est autre chose. Garder leur attention. Mais ça a quand même bien été dans l'ensemble. C'est sûr que, comme tu dis, j'avais pas cranké à difficulté à challenging. Là. J'avais pris des monstres faciles. J'avais mis 3, mais j'avais mis les 3 plus faciles. Puis les 2 ont aimé ça. Même, surtout ma plus jeune. Ma plus jeune est plus gameuse que ma plus vieille. Okay. Donc, elle a aimé ça. J'ai rejoué avec elle à moitié d'une game, même tout de suite après. Là, mais
on l'a pas fini parce que là, ça commençait à faire 2 heures qu'on jouait. Là, ouais. C'est sûr que ce jeu-là, je rejouerais pas. Tout de suite après, je veux dire. Non. Mais tu me dis, on rejouerait-tu une game? Je suis comme, On s'est essayé ceux que j'ai pas vus, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, les monstres, pis tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est l'espèce de double variable. Contrairement à un jeu comme Pandémie, où t'es juste comme. Il y a une manière de craquer la difficulté. Là, c'est comme, là, on est 3 joueurs. Ouais, 3 joueurs, c'est plus tough que 2. Ok, on va se mettre. Ce vilain-là. Oh, mais si on met celui-là, on va mieux d'arrêter là. Parce que lui, avec lui. Ça, c'est peut-être le next step là, à jouer de plus en plus. Lesquels monstres sont plus durs quand t'es combines ensemble. Il y a probablement des facteurs. Là, juste, là, on l'a vu un peu. On avait énormément besoin de rouge, là, ce game-ci. Oui. C'était fou, le besoin de rouge et à quel point il était présent. Là. Puis c'était ça, mon premier. Tu regardes, lui, pour le régler, il faut des bleus. Lui, pour le régler, il faut des rouges. Parfait. Là, on avait la momie. Pour le régler, il fallait des jaunes. Ces 3-là. On en avait 2 sur le board en début de game. Ouais. On savait qu'on pouvait pas partir avec elle. Fait que, tu sais, c'est la première manière de le régler, je voyais que c'est au moins balancé. Mais là, on tombe dans un problème de lock of the draw. Ouais, c'est ça. Les jetons qu'on met sur le plateau sont pigés aléatoirement dans un sac. Il y a aussi le facteur chance dans les cartes des monstres. Ce qui fait agir les monstres, c'est des cartes. Fait qu'à chaque tour, on va piger une carte, puis on va suivre les indications de la carte. Il peut y avoir un événement si le monstre de la carte est en jeu. Sinon, ben là, certains monstres vont se déplacer. Puis là, si les monstres qui sont pas en jeu sont sur cette carte-là, ben là, la carte a moins d'importance, moins d'impact. Fait que des fois, on peut être chanceux, il y a un monstre sur notre case, mais là, on pige 2-3 cartes de suite qu'il n'y a pas cette icône-là, fait qu'il nous attaque pas. Ben, c'est ce qui fait que le niveau de difficulté de 3 à 4, il augmente quand même considérablement. Parce que non seulement t'as plus de monstres sur le board, mais t'as plus de cartes qui font mal. Ouais. Fait que en enlevant un monstre, t'en as un de moins sur le board, puis un de moins qui te fait mal dans les cartes. Fait que t'as des breaks plus souvent. Là. Puis les pouvoirs, chaque personnage ont des pouvoirs. Moi, j'avais la scientifique, je pouvais augmenter de 1 la valeur de mes items que je jouais. Moi, j'avais l'archéologiste que je pouvais prendre des items sur une case voisine. Moi, j'avais demi-lune, donc j'ai créé Dr. Jones tout le temps partout. Non, j'étais un espèce de petit garçon, mais tu sais, le design asiatique était comme, ok, c'est demi-lune. Je pouvais me téléporter sur l'endroit d'un autre héros. Ouais, fait que il faut essayer aussi d'utiliser ce pouvoir-là à bon escient dans la partie pour justement qu'on soit plus efficace. Moi, ça n'a pas été super utile, je vous dirais. Tu l'as utilisé un gros 0 fois. Ouais, c'est vrai. 0, c'est ça. 0. Souvent, on s'en sert pour tuer les cercueils. C'est comme, je vais aller avec un 5 ou tout ça. Mais là, ça a comme pas donné. Il n'y avait pas de rouge dans le coin où j'étais. Fait que je me suis concentré plus sur le loup-garou. Puis j'ai pas eu besoin d'utiliser mon pouvoir. Fait que ça n'a pas été tant utile d'avoir ce bonhomme-là. J'aurais dû prendre le bonhomme qui avait 5 actions, finalement. Ouais. Ça aurait été plus utile. Ça nous aurait peut-être sauvé. Fait que c'est sûr qu'ils sont situationnels. Ouais. Mais le tien, tu l'as quand même utilisé une couple de fois au début pour ramasser beaucoup d'objets. En début de game. Plus la game avance, moins il y a de tokens sur le board, moins le rôle est efficace. Mais quand même, au début de la game, il était très bon. Là. Je me suis ramassé après 2 tours. J'étais déjà prêt à me défendre contre n'importe quelle attaque. Puis nous autres, vous nous arrachiez. Fait que c'est sûr que ça a aidé. Là. C'est vrai que c'est quand même assez simple. Les items te permettent de régler les crises, puis te défendre contre les monstres. Puis les items apparaissent, tu piges d'un sac, tu mets là, il y a un chiffre. On s'entend, tu nous l'as expliqué en 10 minutes. Max. Je trouve qu'il rentre parfaitement bien dans la catégorie de filler. Ça prend 5 minutes l'installer, ça prend peut-être 10 minutes à expliquer. On peut jouer dans du temps. C'est un gros filler. Ouais, plus un jeu familial. C'est ça. Moi, c'est là qu'il va. Tu sais, je suis déjà classé dans ce que j'ai déjà ou dans des jeux similaires. Là. Moi, la gang des Forbidden, là, ils fit dans ce moule-là. Là. Forbidden Island, Forbidden Desert et Forbidden Sky. Là. Ouais. C'est le même genre de mécanique. Il fit. Pour moi, c'est un Forbidden Island avec une thématique d'horreur. Thématique d'horreur. D'où pourquoi on en parle aujourd'hui. Oui, épisode d'Halloween. Ouais, non, mais juste avant, là, je voulais pas t'interrompre, tu as parlé que c'était un collectif. Il me semble que c'est la première. Encore une fois, je suis pas toujours super plugué sur qui. Ça arrive souvent ça que c'est des collectifs qui font des jeux. Mais il y en a quelques-uns, mais c'est plus rare. Là. Ouais, parce que dans le cinéma... Tu sais pas qui est dans ce collectif-là. Ouais, ben, ou au cinéma, des fois, ils vont dire que c'est un collectif, comme Roadkill Superstar, qui ont fait Turbo Kid. Puis c'est plus une manière de dire, ben regarde, on est tous les trois à travailler là-dessus. On a les 3 noms, mais
on donne pas le crédit à qui est le producteur. C'est plus une manière de dire on fait tout, Le on regroupement, partage. il y a un nom. C'est de moins en moins des one-man shows. Les jeux qui ont 2, 3 designers. Il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Ouais. Donc, mais le marché est tellement rempli qu'ils ont comme pas le choix de collaborer pour innover. Innover, ouais, avoir les meilleures idées. Fait que finalement, c'est juste ça, ils ont travaillé ensemble. Surtout que je me dis, ça peut pas être comme au cinéma, parce que là, de temps en temps, là, dans un jeu, oui, t'as les développeurs, mais une fois que t'as développé le jeu, après ça, tu passes ça à la compagnie qui le fabrique. Là, je veux dire, Fait que c'est juste comme un groupe qui travaille dessus. Ouais, puis c'est ceux qui avaient fait Villainous. Puis moi, on dirait que je ressens un peu des ressemblances dans le sens qu'ils ont été très très thématiques dans leur jeu. Comme il avait été avec Villainous, ça avait aussi donné le succès que ça avait eu. Ouais. Fait que je trouve qu'il y avait une petite vibe thématique Villainous, un petit peu avec les monstres cette fois-ci au lieu que ce soit les joueurs. Puis au niveau, je dirais, complexité aussi. Dans le sens que, tu sais, Villainous, moi, j'ai une amie à Longueuil, elle aime ça, les jeux de société, mais son fils aime vraiment ça. Fait qu'elle aime ça que j'arrive, je débarque avec des jeux, puis avec son fils, je peux craquer les jeux. Mais elle, là, les jeux de société, elle aime ça, mais tu sais, pas trop complexe. Et là, j'arrive avec Villainous, puis là, c'était comme... Elle, j'étais comme, oh, princesse de Disney! Elle trouvait intéressant. Puis, il était comme, mais là, j'étais comme, ah, ok, il aimait le côté asymétrique qu'on retrouve dans Refied. Ouais. C'est pas trop compliqué, c'est accessible. Puis, le durée de jeu, moi, c'est toujours un de mes gros facteurs pour évaluer un jeu, là. La durée de jeu, là, je l'ai trouvée parfaite. Elle est vraiment bonne. Là-dessus, t'as totalement raison. Vous autres qui êtes amateurs de cinéma un peu plus que moi, mettons qu'il vient une extension à ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Qu'est-ce qui s'ajoute? Quel monstre qui s'ajoute? Hein? Quel monstre d'horreur classique qu'on pourrait ajouter à ça? Ils n'auront jamais les droits, mais à cette époque-là aussi, il y a Godzilla, mais là, je l'ai devant moi. C'est pas mal. Il y a aussi de King Kong ou Godzilla. The Snow Creature, une espèce de Yeti. Allez, ouais, ok. Ouais. Ça fait très... Invasion of the Body Snatcher. Donc, tu sais, du monde qui change de corps, qui change. Le Mole People de She Creature. Mais encore une fois, comme tu dis, The Abominable Snowman of the Himalaya. Fait que moi, je m'attendrais à un Yeti. Yeti, ça fait du sens, ça. Black Scorpion. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ah, ça oui, c'est assez populaire. Ça oui. Ouais. Des affaires de géants aussi. Des femmes géantes ou des messieurs géants. Des fourmis géantes. C'était bien populaire. L'ère nucléaire, on avait peur des affaires qui allaient être géants. Puis sinon, mais là, on voit qu'on vient, tu sais, les vampires, les undead, les vaudous peut-être. Les zombies. J'ai pas lu à savoir les zombies, c'est un peu plus moderne, peut-être, comme créature d'horreur, mais j'ai pas lu à savoir s'il y avait une vision d'amener des extensions, soit des mini-extensions de 1 de la shot ou une grosse extension de 3-4. L'autre que je pensais, il y avait The Blob, classique. Ah, ben oui. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus... Est-ce qu'il y en a une de préparée? Probablement pas. Attendons voir comment le jeu va vendre. C'est comme Villainous, tu sais. Ouais, ça, je suis d'accord. Je me rappelle, le premier soir qu'on l'a essayé à Gen Con, on a ouvert la boîte, ok, il y a comme ces 6 vilains. Ouais. Puis on était comme, ok, mais il est où Scar? Elle est où Cruella, tu sais? Ouais, ou la Evil Queen de Blanche-Neige. T'as une banque qui peut être assez longue, là. Tu peux en sortir des extensions, là. Longtemps. C'est comme si tu t'embarques dans l'univers des super-héros, là. C'est ça aussi, là. Tu peux rouler longtemps, là. Tout ce qui appartient à Disney, là, ils ont le talent pour étirer ça. Mais je pense qu'il y aurait le potentiel d'ajouter des monstres ou d'ajouter certaines règles aussi. Tu sais, ils pourraient complexifier un peu sans non plus que ça tombe un jeu super complexe, là. Tu voudrais qui serait en un sideboard, un board additionnel, puis possiblement d'autres actions. Genre les égouts, si tu mets une espèce de blob ou une créature qui se promène dans les égouts, quelque chose comme ça. Là. Ouais, une montagne, s'il y a un Yeti. Il y a les Yeti, moi aussi, ça, je voyais un board hivernal à côté, là. Avec une version exclusive Kickstarter, parce que la montagne va être en 3D. Non, on fait pas de montagne 3D, s'il vous plaît. Il faut le pardonner avec Forbidden Island, avec Fireball Island. Hein. Il y a de l'expérience. Ouais, je vais faire avoir. On dirait que c'est quelque chose qui revient à chaque épisode. Je la prépare, ma chronique. Donc, au final, je pense qu'on a chacun beaucoup aimé le thème du jeu. Oui, vraiment bien rendu. On a aimé peut-être sa simplicité, on a aimé le système d'action, tout ça c'est quelque chose qu'on aime de base, fait que je pense que ça a été bien repris. Grâce aux différents monstres, ça crée une belle rejouabilité. Là, parce que tu peux varier les monstres et avoir une expérience un peu différente. Là. Et là, je vais poser la question qui tue. Wow. Il coûte combien?
À peu près. À peu près, là, moi je l'avais acheté sur un site ontarien. Je pense qu'il est autour de 40$. 38. Ouais, c'est ça. Ok. Plus les taxes, évidemment. C'est plus de te dire, tu sais, ce jeu-là, à 50$, je fais comme, regarde, tabarouette, non. À 20$, ok, let's go, je m'achète deux. C'est sûr qu'elle ajoute la couche de traduction en français. Probablement, mais qui arrive en français, il va tourner dans ses alentours. Mais... En même temps, déjà, en bas de 50 aujourd'hui, il y en a pas beaucoup. c'est plus des gros jeux. Là. 38 pour la qualité de matériel qu'il y avait dedans. Ouais, le cardboard est le épais. cardboard était épais. Ouais, les couleurs étaient les belles, couleurs le sont dessin, bonnes, le dessin hommage aux années 50 était là. Oui. C'est des standees, pas des miniatures, mais les standees font le travail là. Ouais, puis à un moment donné, les miniatures. Mais c'est parce que les standees ont de l'information aussi dessus. Oui, là, c'est ça. Les villageois te disent où ils veulent s'en Ah oui. aller. Sinon, il faudrait que tu regardes dans le livre. Ah non, c'est ça. C'est mieux comme ça. Là. Tout à fait. Ok, mais. S'il avait été sur Kickstarter, il y aurait eu des figurines. Ah, il y a vu que c'est un retail. On va dire, il y a des figurines pour les vilains. Oui, puis c'est bien correct. Puis ils sont Oui, belles. c'est correct, T'sais, genre c'est Dracula, correct. il tient sa cape comme Bela Lugosi faisait. Là. Fait que oui, ça pour les figurines, par exemple, il y en a. Là. Mais ouais, ok, non, c'est un bon prix, correct. Non, Parce c'est que- oui, c'est très abordable là, pour Ouais, le c'est ça. jeu. Là. C'est comparable aux autres qui sont dans le même range que lui. Là. Puis tu sais, on revient, ce jeu-là, entre guillemets, tu sais, il a commencé avec pandémie, mais tu sais, à chaque année, il y en a une coupe comme ça qui sort. Ben Puis oui. c'est un peu toujours la même chose. Tu sais, c'est Sagrada qui ont sorti, pas Sagrada, le jeu de tuiles là, portugais, là. Azul. Azul. À un moment donné, ils ont sorti comme un Azul 2. Puis Ouais, j'étais il y a un troisième là. Bon, là, qui c'est sort. ça. Summer Pavilion s'en vient. Bon, puis j'avais demandé, genre, ouais, Azul 2, tu m'avais dit, genre, ben, t'as-tu le premier? Non, ben, il peut peut-être t'intéresser. Ouais, ça se ressemble, tu sais. À un moment donné, c'est ça. C'est 80% le même jeu. On rajoute une twist sur comment placer les affaires puis comment que ça score différemment. Mais au final. C'est ça, c'est ce jeu-là. J'ai les deux dans ma collection, puis Ouais. les deux sortent. Là. Mais c'est-à-dire, quelqu'un qui arrive dans le board game, t'aimes l'horreur, ok, ce jeu-là, genre, tu prends une collection de board game, t'aimes les films d'horreur, ça me place dans ta collection, c'est certain. Oui. Tu peux pas être un maniaque d'horreur, par contre. Là. Fait que je pense que c'est ça. Les gens qui seraient intéressés à Refi, ça va être plus le thème en premier que, tu sais, pour des mécaniques, pour des jeux coop. Il y a peut-être des affaires qui sont plus hautes qui sont faites, là. Oui. Ouais, et puis, Ça reste dans un moule d'un format de jeu qui a été utilisé dans d'autres jeux. oui. Ils sont nombreux qui ont cette mécanique-là. ouais. Est-ce qu'il va sortir du lot? Ça va aller avec ceux qui aiment cette thématique-là, l'aspect familial. Moi, Ouais, je trouve c'est ça. qu'il est très, très accessible familial. Là. Il y a deux créneaux, le familial, puis le côté light horror, on va dire, un peu. Là. Hardcore gamer, je Ah non, pense qu'il peut passer son tour sur ce jeu-là. Ouais, c'est pas un jeu euro, mettons. Non, ça c'est sûr. là. Non. Mais si on se fie à notre expérience aujourd'hui, si vous aviez à lui donner une note sur 10, Oh. combien vous lui accorderiez? Un board game presque parfait. Hein? Moi, je vais laisser Alex finir. Fait que moi, je vais y aller, moi. J'y donnerais... On a-tu d'autres demi-notes? Si tu veux. Ok. J'irais pour 5.5. 5.5? ok. Ouais, j'explique. Toujours, moi, Vas-y. je pars avec le barème de Board Game Geek. Donc, est-ce que j'ai eu du fun? Oui. Fait que, tu sais, oui, ça veut dire 6. Est-ce que j'en rejouerais? Ouais. Mais c'est sûr qu'il serait pas comme, genre, tu m'offres 3 jeux, dépendant c'est quoi les deux autres jeux. C'est Uno, Monopoly, ouais, moi je vais le faire. Là. Ouais. Mais il serait. Est-ce que j'en jouerais? Oui. Oui. Mais ce serait pas dans mon top de choix. Je suis curieux de voir ça serait quoi les autres options. Puis je vais t'avouer, je vais te donner ça même. J'y donnerais 5 pour jouer avec des adultes. J'y donnerais 6 pour jouer avec des enfants. Je serais bien plus intéressé de jouer avec des jeunes, justement. Ouais. Toujours voir l'espèce de la flamme, puis les voir essayer, puis les voir un peu se planter. J'aime tellement ça, voir un enfant échouer dans un jeu, pas par sadisme, juste parce que il est pas déçu en général. Tu sais, ils sont comme, ok, c'est correct, c'est un jeu, puis bang bang, puis on continue. Ben, je pense qu'avec les enfants, ce phénomène-là se ressent surtout du fait qu'il n'y a pas personne d'autre alentour de la table qui gagne. Ouais, exact. Il a perdu, puis l'autre aussi. On a tous perdu en Exact. temps. S'il y avait quelqu'un autour de la table qui gagnait, ça serait autre chose avec des enfants. Mais là, le fait qu'ils perdent tout, ben, c'est moins, Ouais. décevant. C'est ça. Fait que moi, 5 avec les adultes, 6 avec des enfants. Ok. Fait que Ça, ça 5.5, parfait. Ouais. Moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Tu sais, des jeux coop, je suis toujours partant pour en essayer puis en jouer. Puis, tu sais, j'aime ça des fois, jouer une game d'un jeu justement qui est plus léger comme celui-là. Tu sais, j'ai pas nécessairement tout le temps le goût de jouer à des jeux super complexes. Puis, tu sais, souvent la quantité de jeux qu'on joue aussi. Ouais. Fait que moi, ça me relaxe un petit jeu de même. Puis je trouve ça intéressant. Puis ça reste un petit puzzle à faire aussi. Tu sais, c'est de l'optimisation d'action.
Fait que pour moi, c'est des choses qui me parlent, même si je suis pas un super gros fan des films d'horreur. J'aime bien qu'il y ait cette petite thématique-là, puis que le fait que les créatures soient asymétriques, puis que ça soit différent pour pouvoir les battre, qu'on peut changer les parties d'une à l'autre. Fait que moi, je donnerais quand même un 7 sur 10. Oh, t'es fin. Ben oui, moi, je suis généreux avec les jeux. Fait un petit 7 sur 10. Un jeu qui est bien. Là. Je vais aller dans la même direction que toi. Moi, je m'en séparer un peu comme Patrice l'a fait, par exemple, parce que d'un point de vue gamer, ma note serait probablement un 6.5. OK. Je pense que, comme Pat dit, je reviendrai pas à ce jeu-là sans arrêt là, en tant que gamer. Avec des enfants, par exemple, je serais prêt à bumper ma note à 7.5. Mes enfants ont vraiment aimé ça, ça fait une belle expérience. La collaboration est présente. Pour introduire des jeux coop à des jeunes enfants, je trouve que c'est un excellent jeu thématique, couleur. Le jeu est attrayant à jouer, il est beau sur la table. Fait que d'un point de vue familial, je l'amènerais à 7.5. Fait que juste un milieu, moyenne de 7. Ouais. Puis je trouve aussi c'est le fun aussi parce que c'est un jeu qui a quand même plusieurs règlements en fait, vu que les créatures sont toutes différentes. Mais d'avoir un adulte autour de la table qui gère ce côté-là pour les enfants, c'est le fun. C'est pas un jeu pour enfants, c'est un jeu familial. C'est un jeu que l'adulte va gérer les monstres, va gérer comment on les bat, puis faire des petits rappels. Puis après ça, tout le monde peut jouer, les enfants, autant que les adultes. Ouais. Fait que je pense qu'il vient chercher beaucoup ce spot-là de jeux familiaux. Oui. Puis, en même temps, oui, il y en a plusieurs, là, certains points de vue, mais des jeux genre Halloween-esque. Oui, il y a des jeux de monstres. Là, des jeux de Cthulhu. Ouais, c'est ça. Mettons. C'est Cthulhu, mais c'est Cthulhu. C'est de l'horreur plus adulte. Cthulhu. Ouais, c'est ça. Je veux dire, je n'en connais pas. Je n'ai pas 25 à nommer sur le bout de mes doigts. Là, fait que, purement Halloween, il n'y en a pas tellement. Je connaissais celui de Patrick Ledger, là, Trick or Treat. Là. C'est littéralement, tu vas ramasser des bonbons. C'est un jeu d'Halloween. Ouais, ça, tu vas ramasser des bonbons. C'est un set collection de bonbons. Donc aujourd'hui, messieurs, un board game presque parfait. Le jeu RFI, ça mérite une note moyenne de 6.5 sur 10. Oh, c'est bon, ça. Selon notre appréciation. Donc, bon petit jeu familial avec une belle thématique d'horreur parfaite pour votre soirée d'Halloween ce soir. Parce qu'on est publié à l'Halloween. Oui. Oh, oui. Donc, merci beaucoup, Patrice, de ta présence encore une fois à notre épisode. Toujours un plaisir. Merci, Alex, d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation et à une prochaine fois, j'espère. J'espère bien. Donc, on va vous souhaiter une joyeuse Halloween, encore une fois. Faites attention avec vos enfants à ramasser les bonbons ce soir et on va se revoir dans un prochain épisode. Et d'ici ce temps-là, on vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. Tu pouvais dire bye aussi.